Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Mettre la donnée au service du territoire. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Alors, avant de vous annoncer le programme, je vous propose quelques petits instants pour vous montrer sur votre écran où vous trouverez le chat et les sondages. Donc, je me permets ce court instant. Donc, en haut à droite de votre écran, vous avez un premier onglet qui est le chat. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions tout au long de la session. Juste en dessous, un onglet avec les sondages où nous vous proposerons justement de répondre à quelques questions au cours de la session. Alors, ceci étant dit, donc permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Sabrina Sauvant et donc je suis ravie d'être accompagnée de mes collègues Karine Devenins et Gwenaëlle Martin-Delfos. Donc Karine vous parlera de Data Insider ou plus exactement notre vision au sein d'Orange de l'importance de la définition d'une stratégie de la donnée. Gwenaëlle vous partagera notre expérience au sein d'Orange Business Services de l'accompagnement de projets data de collectivités. En particulier, Gwenaëlle reviendra sur les premiers cas d'usage que nous observons. Et justement, en termes de retour d'expérience, nous sommes ravis d'avoir avec nous, à travers un entretien enregistré, donc que nous avons enregistré avec eux, Le Havre Seine Métropole, Joachim Demar et Bastien Sarail, qui témoigneront de leur projet Smart Data Services. Et nous avons choisi de démarrer cette session, le webinaire avec vous, avec le rapport Ville à vos données de l'Institut Montaigne. Et donc, nous avons eu le plaisir, avec Monsieur Frédéric Verdaven, d'enregistrer donc un entretien pour vous rapporter les points essentiels de ce rapport que nous avons co-présidé donc avec Monsieur Frédéric Verdaven et donc l'Institut Montaigne. Avant de donner la parole à Monsieur Verdaven, je vous propose tout de suite, et comme ça va nous permettre de le tester ensemble, de répondre à une première question. Alors, c'est l'occasion pour nous, justement aussi, de démarrer ensemble sur un premier état des lieux sur cette session de la maturité et de notre situation vis-à-vis du sujet. Alors, je vous laisse répondre. J'espère que vous avez effectivement tous retenu l'indication sur cet onglet en haut à droite de votre écran. Je pense que je vois que les réponses arrivent au fur et à mesure. Alors, je le rappelle également, donc vous trouverez le chat en haut à droite. J'en profite. Merci. On a pris un petit peu plus de temps sur celui-là pour être certain qu'on est tous bien à l'aise avec l'outil. Bien, alors je constate et nous constatons tous ensemble que nous avons donc un maximum, bon pas forcément si clair que ça, mais d'organisations, de collectivités, de personnes et de participants qui sont en réflexion sur le sujet, avec 15% de oui. Alors, ça nous reconforte dans la conviction de l'importance du sujet, mais par contre, les 42% de non, nous espérons justement, et ça nous conforte aussi dans le fait que c'est un sujet qu'on est ravis de prendre la parole sur ce sujet-là avec vous, et nous espérons que les éléments à la fois des différents intervenants qui seront avec nous cet après-midi vous permettront d'engager cette réflexion sur l'usage de la donnée au sein de votre organisation. Donc, je vous propose de retrouver Monsieur Frédéric Verdaven immédiatement, comme je vous le disais, pour démarrer. Allons-y. J'ai eu en effet la chance de co-présider avec Helmut Rattinger le groupe de travail qui a permis la production donc, du rapport concernant les données dans les villes. On a travaillé pour l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne est un think tank qui a été créé en 2000 et qui se veut être une plateforme de réflexion, de proposition sur les sujets au fond d'affaires publiques, qu'elles soient françaises ou européennes,
Ça regroupe donc des dirigeants d'entreprise, des universitaires, des grands fonctionnaires, toutes les personnes qui ont des origines diverses et qui permettent de nourrir un peu la réflexion de Montaigne. En tant que dirigeant, j'ai eu moi-même à mettre en place des politiques qui ont eu trait à la donnée et au digital. Donc, j'en ai compris l'importance pour nous de satisfaire nos clients, d'anticiper leurs besoins, mais aussi j'en ai compris la difficulté en termes de conduite du changement auprès des collaborateurs, parce que pour certains d'entre eux, il y avait une véritable anxiété par rapport à ce digital et à ce qu'on allait en faire. En 2020, lors des élections, de la préparation des élections municipales, l'Institut Montaigne a étudié en détail 49 programmes de candidats dans 11 villes. Et on a constaté que parmi l'ensemble des propositions, seuls 3% concernaient le numérique. Malgré l'enjeu et malgré l'importance, malgré l'enjeu tout simplement parce qu'on sait très bien que la data est un élément de notoriété fondamental pour un territoire, c'est essentiel, malgré aussi le fait que le Covid est venu révéler à quel point gérer la donnée peut être essentielle, notamment la donnée sanitaire. La crise, on a fallu la gérer et on a pu la gérer un peu mieux parce qu'on a été capable de traiter la data en temps réel et de pouvoir anticiper un certain nombre de problématiques. Et aussi parce que de plus en plus, les citoyens, les concitoyens, les consommateurs d'une façon large, veulent qu'on réponde de manière la plus précise possible à leurs attentes et à leurs besoins. Et la data est vraiment une possibilité, offre cette possibilité-là. Et ensuite, il y a un enjeu, je vous le rappelle, que tout le monde connaît, qui est celui du développement durable. Et il ne peut y avoir, je dirais, de résolution de cet enjeu, de cette problématique, sans utiliser la donnée. Alors nous, on a voulu d'abord et avant tout être concret. Donc, travail de terrain à la rencontre d'élus, à la rencontre de collaborateurs plus spécifiquement en charge de ces sujets de données, donc auprès de 11 villes avec des physionomies différentes, bien sûr Paris, Lyon, Lille, mais aussi des villes plus petites comme Angers, Nantes, Rennes et bien d'autres. Mais l'idée, c'était au fond d'être le plus concret possible. Et pour être concret, on a fait 16 recommandations. Notre idée, c'était de créer une espèce de vade-mecum pour un élu dans lequel il irait piocher régulièrement pour pouvoir répondre aux questions qu'il se poserait dans l'hypothèse où il envisagerait de développer, de déployer le sujet numérique, le sujet data dans sa ville. Alors, 16 recommandations avec 3 grands chapeaux. Le premier chapeau consiste à un certain nombre de recommandations autour de la transformation de la culture, je dirais, administrative vers une culture en mode projet. Deuxième recommandation, un chapeau de recommandations concerne l'association du citoyen dans ses démarches. Troisième recommandation, c'est les villes ne doivent pas travailler seules. Les villes doivent travailler en écosystème. Tout simplement parce que les écosystèmes offrent des opportunités bien plus puissantes que si la ville travaillait elle seule. Les données permettent une gestion responsable des territoires en répondant à 3 familles d'objectifs. Des objectifs bien sûr économiques qui sont juste essentiels pour une ville, des objectifs environnementaux, mais aussi des objectifs sociaux. Deuxième élément, traiter des données, c'est aussi avoir la capacité d'associer le citoyen à la vie de la ville et à l'associer au développement de cette ville. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, de nombreuses politiques publiques peuvent être aussi améliorées, que ça passe par l'optimisation de la gestion des déchets, l'amélioration de la sécurité des territoires, une meilleure gestion des transports, une meilleure gestion de l'énergie, du traitement de l'eau, mais aussi quelque part aussi une capacité à avoir des objectifs qui soient économes et responsables. Ça, c'est un élément qui est aussi essentiel pour une ville, d'autant plus que ces éléments-là sont des éléments de plus en plus importants pour les années qui viennent. Et enfin, pour terminer, les données sont un outil à la disposition des élus et des territoires pour leur apporter le maximum de services, des services aux citoyens, mais aussi des services à l'ensemble des acteurs de ce territoire. Les pratiques sont par contre très différentes selon les villes. Tout simplement parce que j'ai cité une ville comme Paris, une ville comme Angers. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Certaines vont rentrer dans des très gros projets tout de suite en se disant moi l'idée c'est de créer une plateforme très ouverte dans laquelle vont venir se pluguer des acteurs et c'est ces acteurs-là au fond qui vont nourrir la donnée, qui vont la faire grandir et qui vont l'enrichir. Et d'autres, peut-être plus pragmatiques, avec moins de moyens, vont d'abord commencer par résoudre un problème très concret dans une recherche de quick wins, d'économie rapide, et puis après avancer sur un autre sujet. Voilà. C'est ces 2 approches qui sont différentes, des pratiques différentes, qui sont vraiment liées peut-être à la maturité, aux moyens,
et puis aux ambitions des différentes villes. Passer d'une culture administrative à une culture de mode projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première étape, il faut se définir des objectifs. Quelle est l'ambition? Est-ce qu'on a un projet simple ou un projet complexe? Projet simple, par exemple, de la maîtrise des coûts. Projet complexe, créer un écosystème à l'échelle du territoire. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux modes opératoires complètement différents. Une fois qu'on a fait ça, il faut se poser la question des indicateurs de performance. Tout ça paraît évident. Mais simplement, il ne faut pas définir un indicateur de performance à l'issue du projet complet. Il faut, je dirais, si je pouvais un terme trivial, saucissonner le projet et pour chacune des tranches, définir des indicateurs. Parce que c'est ce qui permettra de regarder si on avance à la bonne vitesse avant d'attendre la fin du projet pour se rendre compte que ce qu'on a fait ne fonctionne pas. Troisième élément, la gouvernance. Et là, pour le coup, au-delà du rôle du maire, qui est pour moi essentiel, à minima, il faut désigner ce qu'on appelle en entreprise un Chief Digital Officer ou un administrateur général des données, enfin peu importe le terme, en tout cas quelqu'un qui est en charge de ce sujet, qui l'anime, qui l'administre, qui le porte et qui surtout anime des relais au sein de l'ensemble des services d'une mairie. Quatrième élément, je crois beaucoup, moi, à l'approche incrémentale. C'est quoi l'approche incrémentale? C'est la méthode des petits pas. Je fais un pas, je fais un second pas qui normalement est plus efficace que le premier. Plutôt que d'aller au bout du projet d'un trait, avançons petit pas par petit pas de façon incrémentale et apprenons en marchant. D'ailleurs, nous tous, dès qu'on s'est lancé sur ces projets digitaux de traitement de données, on a fonctionné de cette manière-là parce qu'on s'est rendu compte qu'une approche globale directe est très compliquée et conduit souvent à un échec. Moi, je crois beaucoup, par exemple, dans une ville, à travailler à l'échelle d'un quartier. Parce que pour moi, le quartier, c'est l'échelle humaine de la ville. Commencer par un projet à l'échelle d'un quartier, c'est associer facilement les citoyens, c'est associer facilement l'ensemble des acteurs et avoir des résultats très vite. Ce qui fait qu'au fond, on pouvait après enchaîner sur un projet plus complexe parce qu'on a eu un premier succès. La première étape à la conduite du changement, c'est de donner du sens à l'action. Et je crois que ça, c'est le maire qui doit le faire. Donner du sens à l'action de ses collaborateurs, donc les agents. L'agent, lui, il ne va pas savoir pourquoi on lui demande de venir compléter une base de données avec son expérience à lui. Donc, il faut que ça soit important et c'est ça, au fond, qui va faire que le projet va vivre dans le temps. Mais aussi donner du sens aux citoyens, expliquer aux citoyens pourquoi on lance un projet, j'en sais rien, moi, de gestion des transports dans sa ville, à quoi ça va servir. Deuxième élément qui est essentiel dans un compte projet, c'est la communication. N'oubliez pas qu'il y a une anxiété qui est tout à fait légitime de la plupart des Français concernant la sécurité des données personnelles. Pour rassurer là-dessus, il faut communiquer. Communiquer en continu, communiquer étape par étape, communiquer projet par projet, et surtout communiquer ex post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le projet est terminé, expliquer ce qui a été fait vraiment et ce à quoi ça sert vraiment. Donc il faut passer du temps à faire ça. L'élément aussi essentiel, c'est le parrainage politique. Pourquoi? Parce qu'un maire est élu. Donc s'il est élu, quelque part, on peut dire qu'il a été choisi par les habitants d'une ville. S'il a été choisi, c'est que les habitants lui font un peu confiance. Donc le maire, c'est un peu, je dirais, la garantie de la sécurité légitime et légale. Il y a des professionnels comme Orange qui peuvent accompagner les villes de manière très très efficiente, mais aussi l'ouvrir aux citoyens, l'ouvrir à d'autres territoires, l'ouvrir à d'autres mairies. L'idée, c'est pas de travailler seul, c'est au contraire de construire en intelligence, de construire un écosystème pour au fond fertiliser les compétences et les expériences des uns et des autres pour aboutir à quelque chose qui à la fin soit successful. Alors, nous l'avons entendu avec donc Frédéric Verdavel, les opportunités sont nombreuses pour les villes de l'usage des données et le rapport apporte justement un certain nombre de recommandations pour se lancer et pour aborder le sujet. Donc et justement, nous souhaitons revenir avec vous sur cette session sur une première étape qui est essentielle, qui est mise en exergue par le rapport, celle de la définition d'une stratégie de la donnée, puisque c'est dès cette étape-là qu'un projet data démarre finalement. Donc Karine, est-ce que tu peux nous partager, nous en dire plus sur cette étape qui est essentielle de la définition d'une stratégie de la donnée et finalement surtout comment l'aborder? Oui, bonjour à tous.
Alors en effet, et merci Sabrina pour la transition. Alors en effet, les données sont partout, hein, elles sont un outil à la disposition des territoires. Ça a été évoqué. Donc parmi les recommandations donc, du rapport de l'Institut Montaigne, la toute première est de passer d'une culture administrative à une culture en mode projet. Donc c'est sûr, je vais donc vous parler d'innovation à partir des données. Alors comment on innove avec les données ? Déjà, lorsqu'on parle de projet de data, on a tendance à penser qu'il s'agit d'un projet technique uniquement ou de projets ambitieux de type Smart City. Or, le socle technique répond aux enjeux du quoi, c'est-à-dire à ce qu'il faut mettre en place technologiquement pour répondre à mon ambition. Mais avant de répondre au quoi, il est nécessaire de se poser la question du pourquoi. Pourquoi mettre en place une stratégie data ? En fait, en quoi mes données vont affecter de manière positive mon modèle de fonctionnement ? Ensuite viendra le temps du comment, la manière donc d'atteindre cet objectif. Donc, on va parler de mise en place d'organisations dédiées à la gestion des données, déploiement d'une gouvernance de données, mise en place d'un programme de transformation, conduite du changement. Mais déjà, commençons par répondre au pourquoi. Et pour cela, il faut penser usage. Alors juste, en introduction, il faut comprendre pourquoi l'innovation n'est pas chose facile. Aujourd'hui, on a affaire à deux types d'organisations avec le même dilemme. On a les organisations qui ont une culture de l'exploitation, donc celles qui cherchent à rationaliser les processus, qui se focalisent sur l'efficacité opérationnelle et ont tendance à stigmatiser l'échec. A contrario, on a les organisations de type start-up avec une culture de l'exploration. Donc, elles essayent sans cesse de nouvelles choses, elles tentent, retentent, et pourtant, elles rencontrent de grandes difficultés pour passer à l'échelle. Donc, le challenge est de savoir accepter l'incertitude pour aller vers une culture de l'exploration. Et l'incertain est un facteur important dans les sujets d'IA, et c'est ce qu'on appelle le concept de l'entreprise ambidextre. Alors, la première étape pour aller vers l'exploration, c'est développer la culture de la donnée. Alors, en effet, faire évoluer les pratiques commence par des phases d'acculturation à la donnée, afin de donner une vision des enjeux data, susciter l'intérêt et la curiosité. Il faut en fait changer l'état d'esprit. Donc, dans ces phases d'acculturation, on peut développer différents thèmes. Je vais vous en soumettre ici. Il y en a d'autres, mais déjà, le premier, acculturer sur les sujets de la data et de l'IA, c'est déjà de définir ce que c'est que l'IA et quels peuvent être les cas d'usage dans mon écosystème utilisant l'IA. Ou encore, quelle est la valeur de ma donnée ? On parle de valeur de mes données, mais comment les valoriser ? Donc, on a besoin de démystifier les concepts. Deuxième point, c'est comprendre les enjeux d'organisation, voire de transformation des métiers. Des nouveaux métiers apparaissent, on en parle, on parle de CDO, donc administrateur général des données, de responsable de programme data, de data scientist, de data owner, bon, des termes anglo-saxons qu'on n'a pas eu le temps de bien franciser, et on a besoin de faire évoluer les compétences. Un autre point dans ces projets aussi, c'est d'accepter le partage des responsabilités entre les métiers et la DSI. Donc les métiers sont porteurs de cas d'usage, apportent leurs connaissances métiers. La DSI, son support à la gestion et au cycle de vie des données, la sécurisation, le management du SI, etc. Donc, c'est le savoir-faire technologique et tout le monde a besoin de travailler main dans la main. Troisième point, je dirais, c'est introduire le cadre nécessaire à la gestion des données. Et là, on parle tout simplement de gouvernance des données. Et pour analyser son niveau de... Donc, pour cela, déjà, il est important d'analyser son niveau de maturité pour préparer les fondations et pas sous-estimer l'effort nécessaire à la gestion des données. Donc, gouvernance des données, c'est tout ce qui va être les process, l'organisation et les outils. Quatrième point, je dirais, c'est l'acculturation sert à partager un vocabulaire commun. Parce que la donnée est l'affaire de tous et non pas réservée à une équipe de spécialistes. Donc, tout le monde est producteur et consommateur de données avec des responsabilités individuelles et collectives. Donc, il est nécessaire d'aligner les éléments de langage à la gestion des données. Cinquième point, je dirais mobiliser l'ensemble des participants, c'est-à-dire mettre des passerelles entre les métiers, créer des ponts pour supprimer les silos. Donc, la data appartient à tous. Alors, on a des exemples qui démontrent ce besoin de transversalité, notamment autour des objets connectés et l'analyse des données des capteurs. On voit, pour exploiter de façon pertinente une donnée, il faut savoir où est situé le capteur. Donc, ça signifie de connaître la valeur, les conditions dans lesquelles cette valeur est collectée, comment on l'interprète, etc. Donc, on voit que finalement, cette connaissance autour des objets connectés et des capteurs est dispersée entre l'ingénierie, l'exploitation, l'IT. Donc, le besoin vraiment de transversalité et de communication.
Ensuite, on peut aborder des sujets spécifiques autour. On parle beaucoup d'éthique de l'IA, donc avec un encadrement de ce qui est fait. On parle des enjeux autour de la sobriété numérique, on parle de confiance, tout ce qui est RGPD, confidentialité, restriction des données. On a besoin de mettre un contrat de confiance dans l'échange des données avec l'extérieur. Et puis, j'ai envie de dire, le 7e point, qui est l'enjeu primordial à mon sens, c'est la notion d'inspiration. C'est-à-dire présenter des exemples d'usage de la donnée, des cas d'usage innovants, organiser des retours d'expérience avec d'autres collectivités et étendre les possibilités et s'ouvrir. Donc ça, c'est le point. Donc on voit que les sujets d'acculturation sont divers et sont néanmoins extrêmement importants. Donc après cette étape d'acculturation, finalement, on vient à la 2e étape qui est la phase de data thinking. Donc celle qui va permettre de faire émerger les cas d'usage. Alors, les questions souvent évoquées par nos clients sont OK, mais comment avancer par où commencer? Que faut-il pour innover? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, il nous faut des idées. Et ensuite, il faudra sélectionner les bonnes idées. Donc, celles qui vont fonctionner dans votre contexte, sur votre territoire. Alors, ça tombe bien parce qu'il existe de nombreux outils inspirés des techniques de design thinking. Il y a les serious games, tous les ateliers d'idéation pour identifier des services ou des projets créateurs de valeur. En tout cas, ce qu'il faut prendre en compte dans cette phase d'idéation, c'est faire intervenir des participants d'origines diverses, de différents métiers, qui n'ont pas la même vision, mais qui ont des besoins. On peut aller jusqu'à faire intervenir les citoyens et étendre à l'écosystème local. Ensuite, donc, il faut travailler sur l'ouverture, c'est-à-dire la divergence pour alimenter les cas d'usage. Donc, effectivement, les cas d'usage vont permettre de résoudre des problèmes au quotidien, mais également de tirer de la valeur. Donc, on a les 4 grandes familles des cas d'usage. Alors, on a l'excellence opérationnelle, on a l'intimité citoyen, issue de l'intimité client initialement, on a la maîtrise des risques, et ensuite, on a celle autour de la création de nouveaux modèles de gestion du territoire, la plus ambitieuse, la plus complexe. Ensuite, 3e point, c'est lancer l'exploration de ces familles de cas d'usage, donc faire émerger des cas d'usage. Donc, c'est travailler en groupe, mélanger les groupes, sortir de la résolution des problèmes du quotidien et s'autoriser à penser en budget et en temps illimité. Donc, ne pas se mettre de contraintes, mais penser valeur. Une fois qu'on a toutes ces idées, tous ces cas d'usage qui sont là, la dernière étape, c'est la finalisation, c'est la convergence des idées, c'est-à-dire pour valider les meilleurs cas d'usage. Donc, c'est un choix qui doit être fait de manière transverse pour fédérer les équipes et être pensé surtout en mode quick win, c'est-à-dire faire la démonstration de valeur très rapidement. On choisit en priorité les projets qui apportent le plus de valeur et requièrent le moins d'efforts. Donc là, on utilise des matrices de choix. Effectivement, donc la dernière étape, c'est passer de l'idée à l'action, donc transformer la réflexion en action. Et là, on va travailler sur le comment et le quoi. Donc, il s'agit en fait de décliner les chantiers stratégiques et opérationnels, ainsi que la conduite du changement nécessaire pour accompagner les cas d'usage jusqu'à l'industrialisation. Donc, c'est des phases de première expérimentation. On appelle ça POC, on appelle ça MVP, on appelle ça aussi prototypage. On est dans la méthode des petits pas. On expérimente, on apprend, on améliore. C'est le mode PDCA, en amélioration continue. Donc, un enjeu important est d'être dans une approche agile et participative avec un budget temps défini et d'associer un ROI. Un élément important à prendre en compte, c'est surtout ne pas négliger le temps de mise à disposition des données pour la phase d'industrialisation. Autant sur la phase POC, prototype, on va travailler sur des jeux de données limités, autant sur la phase d'industrialisation, ça peut nécessiter de revoir des DSP pour que les données soient rendues disponibles, accessible et dans un format utilisable, de travailler sur la qualité de données, de l'enrichissement. Donc voilà, peut-être un chantier à prendre en considération pour l'industrialisation. Et j'ai envie de dire, pour conclure, l'un des facteurs clés de succès de la stratégie data, c'est la mise en œuvre d'une stratégie qui est basée sur les cas d'usage opérationnels, des besoins d'organisation qui vont être démonstrateurs de valeur à court terme. Merci beaucoup. Merci Karine. Donc, on comprend qu'il est essentiel de bien définir donc une ambition collective, l'organisation adaptée et de prioriser, de définir des objectifs communs. Donc, justement, on vous propose dès à présent de partager ensemble le témoignage de Le Havre Seine Métropole qui apporte justement un éclairage sur cette dynamique mise en œuvre au sein du territoire et de la collectivité. Et ils nous partagent leur démarche pour lancer leur projet Smart Data Services. Donc, je vous propose d'écouter donc Joachim Demar et Bastien Sarail immédiatement.
Le projet Smart Data Services s'inscrit dans un contexte plus global qui est le projet Le Havre Smart Port City, qui est un projet qui a pour vocation à innover sur le territoire. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu politique, dont le but était évidemment d'innover sur le territoire en valorisant la donnée. Et puis il y avait aussi un enjeu plus interne à la collectivité, qui était de s'appuyer sur une première expérimentation pour nous assister et nous aider à traiter nos données. Nous avons été accompagnés des équipes d'Orange Business Services. Nous avons débuté par des ateliers d'idéation qui nous ont permis de bien identifier les différents cas d'usage. Puis nous avons travaillé à cartographier l'ensemble des données disponibles pour répondre à ce projet. La première application concrète pour ce projet est la mise en place d'une plateforme d'échange de données qui nous a permis, en valorisant la donnée, d'en sortir quelques tableaux de bord. Le premier cas d'usage que nous avons mis en œuvre est le cas d'usage des déchets. On cherchait à la fois à améliorer l'efficacité du service en interne, mais également à améliorer notre efficience vis-à-vis des usagers et la remontée de l'information pour notre direction générale et nos élus en termes de pilotage des activités. On réfléchissait depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois, avant de rentrer sur ce projet, à la gestion des données au sein de notre direction cycle du déchet. On avait fait un premier recensement avec notre direction des services informatiques et nous avions recensé plus de 300 sources de données. Donc nous souhaitions pouvoir faire le tri dans ces données et pouvoir améliorer leur gestion et leur traitement. Alors nous avions recensé des difficultés du service, notamment sur la qualité du tri des déchets. Et donc nous voulions pouvoir, à partir de l'analyse de données, améliorer cette qualité du tri, et notamment en regardant ce qui se passait sur le terrain. Quand un geste de tri, une erreur de tri était constatée, on avait une information terrain qui était formalisée. Donc on a pu ainsi commencer à cartographier, recenser, comptabiliser les données. Chaque erreur de tri est géolocalisée. Donc là, on peut avoir des cartographies très fines. On peut revenir même à un adressage avec plusieurs erreurs sur une adresse et donc cibler des points noirs pour guider notre action de la diffusion d'informations, de communication auprès des usagers et encore une fois cibler telle ou telle adresse, telle ou telle résidence d'un bailleur ou d'une copropriété en fonction du niveau d'erreur de tri constaté. Nous avions travaillé également sur un cas d'usage sur le verre, sur le taux de captage du verre, donc en point d'apport volontaire. On a pu ainsi recartographier l'ensemble de nos contenants et le croiser avec un certain nombre de données de population, de densité, pour regarder l'efficacité de notre maillage. Donc ça, c'était extrêmement intéressant, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant et que le projet nous a apporté. Autour de la qualité du tri, on a déployé un ensemble d'actions et ce travail autour de la donnée est une partie de ces actions. Donc on a aujourd'hui des gains importants sur la baisse d'erreurs de tri. La matière collectée aujourd'hui est de meilleure qualité, ce qui permet aussi de recycler une quantité plus importante de matière. Donc on a des gains importants de 3 à 4 points aujourd'hui sur le tonnage entrant à notre centre de tri. Les premiers bénéfices, les premiers résultats obtenus nous ont montré que nous avons encore une marge de progression en termes d'urbanisation de notre système d'information. Nous avons encore quelques référentiels à redéfinir afin de pouvoir continuer à valoriser la donnée sur d'autres thématiques. L'expérience Smart Data Service, c'était vraiment l'occasion de tester ce vers quoi on voulait aller. Ça renvoie à l'analyse des besoins. L'analyse des besoins, elle est nécessaire, elle est même cruciale pour que derrière l'énergie déployée avec Orange et avec les services et notre DSI soit la mieux orientée possible. Actuellement, nous travaillons avec le service environnement sur nos référentiels patrimoine. Nous avons des données qui sont éparpillées entre nos prestataires, nos services. Le but, c'est de consolider toutes ces données afin de pouvoir les valoriser le plus rapidement possible. À titre personnel, je suis très heureux d'avoir participé à ce projet qui, pour moi, a permis une certaine émulation, des échanges très riches entre les services, que ce soit en interne à la collectivité ou avec Aropa Port Le Havre. Et j'espère vraiment, dans l'avenir, que cette thématique de valorisation des données créera toujours une certaine émulation dans les services. Merci
Merci en différé ou à Joachim et à Bastien. Donc c'est très intéressant de revenir sur cette expérience-ci et on comprend très concrètement en fait finalement quelles ont été l'ensemble des étapes. Je vous propose peut-être avant de poursuivre justement, c'est le bon moment un nouveau questionnaire, un nouveau sondage, puisque donc Joachim Desmar et Bastien Sarail nous ont partagé leur première application, à savoir la gestion des déchets. Ce sera intéressant tous ensemble qu'on se dise, selon nous, en fonction de vos territoires et de vos priorités, quels sont, pour ceux qui sont en réflexion, quels sont les cas d'usage qui sont pour vous les plus prioritaires et que vous pressentez comme étant les sujets que vous avez déjà adressés ou que vous souhaiteriez adresser à travers donc une meilleure exploitation de la donnée pour améliorer ou atteindre de nouveaux objectifs sur ces thématiques. Donc je vous le rappelle, si cela est nécessaire, donc c'est toujours en haut à droite de votre écran, ou pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc en haut à droite de votre écran, vous avez accès au sondage. Et vous devriez donc trouver cette question-ci, quel cas d'usage de cette liste considérez-vous comme prioritaire? Donc, sachant que vous pouvez très bien considérer que plusieurs d'entre eux le sont, ou même nous suggérer en fait, et d'ailleurs n'hésitez pas, dans le chat d'autres sujets qui vous intéressent et qui vous questionnent et sur lesquels vous aimeriez explorer les intérêts de l'usage de la donnée. Très bien, donc on a coupé le sondage. Donc, Gwenaëlle, ce que je te propose, donc on voit en fait que les mobilités sont un sujet qui intéresse majoritairement nos participants. Cet après-midi vient ensuite la gestion des déchets, qui était l'application qu'on a partagée avec l'expérience de Le Havre Seine Métropole, et donc ensuite bien évidemment les enjeux finalement autour de la transition énergétique et quelque part aussi de l'attractivité du territoire. Donc, ce que je te propose, Gwenaëlle, c'est justement je te laisse nous dire si c'est aussi ce que nous observons finalement dans les expériences que nous avons avec les collectivités, donc que nous accompagnons ou avec lesquelles nous réfléchissons. Et je sais aussi que tu souhaitais revenir sur l'importance aussi, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet data, du déploiement d'un premier cas d'usage avant le passage à l'échelle et ce que cela implique de déployer un premier cas d'usage et passer à l'échelle. Oui, merci beaucoup Sabrina et bonjour à tous. Alors, vous l'aurez compris avec les interventions de Frédéric Verdaven et de Karine, la mise en place d'un projet data ne doit pas du tout faire peur. En fait, si besoin, il faut pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui maîtrisent les enjeux tant organisationnels qu'opérationnels et qui puissent aider à développer une vraie culture de la donnée dans les différents services. Alors, je vous propose de vous faire un petit retour sur les différents types de projets que l'on voit aujourd'hui se développer sur les territoires. Et effectivement, le sondage est assez représentatif. Alors, vous le savez, la loi de 2016 pour une République numérique avait pour objectif initial de favoriser l'émergence de projets data au sein des collectivités. Bon, elles s'y sont conformées plus ou moins rapidement. Alors, en général, la plupart des collectivités sont bien conscientes du potentiel de la donnée et du potentiel pour répondre à leurs problématiques métiers. Mais, comme le disait Karine, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. On l'a vu tout à l'heure, un projet data va bouleverser de nombreux process dans son organisation. Donc, l'approche du pas à pas, des petits pas, nous semble effectivement la plus adaptée pour monter en compétence sur le sujet de la donnée et puis surtout obtenir des résultats concrets à très court terme. Alors, je ne vais pas revenir sur les deux premiers items que Karine a décrits tout à l'heure, à savoir la définition de la stratégie, la gouvernance, l'identification des cas d'usage prioritaires. Ce que je veux juste vous partager, c'est qu'on voit qu'un premier cas d'usage qui est réussi, c'est un vrai accélérateur pour déployer d'autres cas d'usage. Les collectivités, elles sont montées en compétences, elles ont expérimenté de nouvelles pratiques de travail pour partager ces données. Et ça leur donne un maximum d'autres idées pour développer de nouveaux cas d'usage. Mais alors souvent à ce stade-là, ces nouveaux cas d'usage demandent d'inclure de nouveaux acteurs, internes, externes. Alors on peut voir aussi beaucoup d'entreprises qui s'intègrent dans cette dynamique, des universités, voire des citoyens. Ça implique aussi d'aller collecter tout un tas de nouvelles données.
Et là, à ce stade-là, il va falloir passer à l'échelle. Donc, passer à l'échelle avec une plateforme de données qui soit sécurisée et qui soit capable d'agréger toutes ces nouvelles données, hein, et qui sont très souvent hétérogènes, qui sont aussi de plus en plus, du coup, temps réel. Et cette plateforme de données, elle doit permettre la gestion aussi des accès. Puisqu'il y a de nouveaux utilisateurs, il faut qu'on puisse permettre cet accès de façon sécurisée. Toujours avec une attention particulière sur le sujet de la RGPD. Alors, ce passage à l'échelle aussi est l'occasion de s'accompagner d'une intégration de nouveaux outils, notamment d'intelligence artificielle pour développer des modèles prédictifs. On le verra tout à l'heure. Alors, quels sont les nouveaux usages qui apparaissent sur les territoires? Si tu peux. Merci. Alors, avant de les détailler, ce qu'il faut bien être conscient, ce dont il faut bien être conscient, c'est que ces cas d'usage, ils sont dépendants, bien évidemment, des données qui sont disponibles sur le territoire. Alors, ces données, elles peuvent provenir du système d'information, de logiciels métiers de la collectivité, d'Internet des objets, de données open data, d'acteurs tiers, de données des usagers. Et nous, chez Orange aussi, on peut nourrir ces données avec des informations issues de capteurs qu'on met en place, issues de solutions type Fluvision qui nourrissent ces tableaux de bord, issues peut-être aussi d'applications mobiles type Ma Ville dans ma poche. Alors, ces données, elles vont nourrir différents types de tableaux de bord. Par exemple, un tableau de bord sur le diagnostic de territoire. On a travaillé notamment avec la ville de Béthune pour pour créer un tableau de bord qui permet de mettre en exergue l'état de vétusté des bâtiments et des logements pour savoir lesquels il faut rénover en priorité. Il y a un autre indicateur important qui est un indicateur au service du marketing territorial. C'est comment mettre en valeur les atouts du territoire afin d'attirer de nouvelles familles sur mon territoire. Et là, on met en exergue le nombre de crèches, le nombre d'écoles, le nombre de parcs, le nombre d'infrastructures publiques, les transports, tout ça avec un objectif de démontrer qu'il y a une vraie qualité de vie sur le territoire et que de nouvelles familles ont tout intérêt à venir s'installer sur le territoire. Lié au marketing territorial, il y a des indicateurs, notamment au service du tourisme. On a travaillé avec une station de ski dont la préoccupation, c'était de mieux connaître les populations qui viennent profiter des activités qu'elles proposent, mieux connaître leurs habitudes de consommation. Voilà, tout ça ayant pour but d'affiner la politique touristique et surtout d'adapter au mieux les infrastructures d'accueil. Il y a beaucoup de réflexions aussi en ce moment autour du sujet environnemental. On a travaillé notamment avec le port de Bordeaux dans le cadre d'un projet beaucoup plus global européen pour développer des outils qui permettent de modéliser les impacts environnementaux d'activités portuaires. Voilà, on a récupéré ainsi des données de capteurs qui remontent des informations en temps réel sur la qualité d'eau, sur la qualité de l'air. Alors, ce sujet environnemental, il s'illustre aussi avec le sujet du suivi de l'évolution de la biodiversité sur un territoire. Alors, je sais que notamment, il y a beaucoup de conseils départementaux qui s'intéressent beaucoup à ce sujet parce qu'ils gèrent justement des espaces naturels sensibles. Sur le volet environnemental, on l'a vu tout à l'heure, il y a le cas aussi du déchet. Donc, on a vu Le Havre témoigner sur cette thématique. On a aussi accompagné une agglomération qui souhaitait améliorer le pilotage de ces 11 déchetteries, notamment le suivi de partonnage par type de déchets. Enfin voilà, il y a tout plein d'autres indicateurs. Sur le volet environnemental aussi, il y a le sujet du suivi des consommations énergétiques des bâtiments, en lien notamment avec le décret tertiaire dont vous avez certainement entendu parler. Je vais vous donner peut-être un dernier use case qui est ressorti très clairement du sondage. On est en train de travailler aujourd'hui sur un observatoire des mobilités avec des collectivités qui souhaitent particulièrement promouvoir la mobilité douce.
Il y a également sur les territoires un sujet clé et qui est en cours de réflexion, notamment sur des outils qui permettent de réduire les facteurs de risque d'accidents sur les routes. Donc ça, c'est actuellement en pleine discussion, en pleine maturation, en pleine effervescence. Tous ces cas d'usage que je vous ai cités, c'en est quelques-uns et il y en a énormément d'autres. On voit fleurir sur les territoires. Merci Sabrina. Et donc, moi, je voulais terminer juste mon intervention par le rappel d'un ensemble de points à garder bien en tête quand on veut mettre en place un projet data. Tout d'abord, évidemment, ce sujet a été cité plusieurs fois, la RGPD, pour respecter les droits des utilisateurs et savoir comment traiter les données personnelles. Il faut aussi s'assurer de la sécurisation de la plateforme et on voit toute l'importance de ce sujet avec des systèmes d'information de collectivité qui ont été attaqués. Il y a un troisième point qui est important, c'est garantir la souveraineté de la plateforme de données pour être sûr d'avoir une parfaite maîtrise de ces données. Il faut que la plateforme soit également intégrée avec des outils qui sont déjà mis en place dans les services. On ne va pas réinventer les services, on ne va pas recréer des nouveaux services s'ils sont déjà en place. L'idée, c'est de les intégrer sur une plateforme qui les accepte. Du coup, la plateforme, elle doit être complètement évolutive pour accueillir des nouveaux cas d'usage, des nouvelles sources de données, des nouveaux acteurs, et puis accueillir aussi des solutions de data science, avec notamment des solutions d'intelligence artificielle. Il faut s'interroger sur l'intégration aussi des technologies open source. Ça, c'est pour garantir, pour favoriser les process d'innovation. Il y a un dernier critère sur lesquels j'aimerais bien insister, qui est un critère qui se développe beaucoup sur les territoires, qui est le critère de l'éco-conception. C'est extrêmement d'actualité. Les territoires souhaitent s'assurer de plus en plus, on le voit vraiment dans toutes les consultations, que les outils, la plateforme qu'on pourra mettre en place soient économes en termes de consommation énergétique. Donc, voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Alors, bon, maintenant, je dirais à vos projets, à vos initiatives, à vos envies, et nous serons bien sûr ravis de pouvoir vous accompagner dans cette belle aventure. Je vous remercie. Merci Gwenaëlle et merci Karine. Je vous propose donc de prendre tout de suite quelques questions puisqu'il nous reste quelques minutes ensemble. Donc un petit peu dans l'ordre d'apparition, on ne pourra pas malheureusement adresser toutes vos questions, mais sachez qu'on restera en tout cas disponible pour y répondre et vous verrez là en toute fin, je vous partagerai nos contacts pour que vous puissiez justement nous solliciter. Donc je vois une question peut-être plus pour toi, Karine, qui est une question autour de la gouvernance des données. Donc, concernant la gouvernance des données, comment mettre cela en place au sein d'une mairie, donc au sein d'une ville. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur quelques éléments ou étapes clés Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, je ne me pose pas la question de savoir si c'est une mairie ou en tout cas le statut du demandeur. Je pense qu'en termes de gouvernance des données, c'est le cadre en fait de gestion des données. À partir de là, ce qui est important, c'est de partir en fait du besoin. On part pas, il n'y a pas de gouvernance sur étagère. Elle s'applique en fonction de la culture de l'organisation, du besoin. Donc ensuite, on va dérouler le cadre nécessaire à la gestion des données en fonction, en fait, ni plus ni moins du besoin. Soit on est sur un problème de qualité de données, on est sur un problème de silotage. Donc on a plusieurs, on va dire, thématiques qui sont liées à la gouvernance des données. Et ensuite, on fait une priorisation et en fonction aussi des ressources et des moyens. Voilà, c'est les éléments de réponse que je peux apporter rapidement. Justement, dans le même esprit, je me dis,
question, alors je vais essayer de la reformuler autour de l'IA. On a évoqué la notion de transversalité, que la puissance parfois amenée par la donnée, c'est aussi la richesse de croisement de jeux de données très hétérogènes. Et l'IA justement amène des enseignements et répond amène des opportunités ou des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé par le biais de ces croisements de jeux de données très hétérogènes. Et du coup, ça implique de solliciter des métiers différents, voire de travailler entre collectivités. Donc, la question, je la pose pas nécessairement peut-être à toi, Karine, ou à toutes les deux. La question qui nous est posée, c'est vous connaissez aussi les enjeux sur les territoires et au sein des collectivités, les organisations silotées, la difficulté de casser ces silos. Est-ce que vous voulez témoigner de quelques expériences, même si Le Havre Seine Métropole nous a montré que finalement, un premier cas d'usage donne peut-être envie, justement, de désiloter. Donc, est-ce que vous avez quelques clés pour les aider à stimuler cette transversalité au sein du territoire et de la collectivité? Alors, Karine ou Gwenaëlle, allez-y. Très, très concrètement, quand on discute avec des collectivités, effectivement, au départ, alors pour favoriser cette transversalité, alors on disait tout à l'heure, on va démarrer peut-être par un simple, rien n'est toujours très simple, mais un premier cas d'usage qui a une vraie problématique, qui pose un vrai problème aux collectivités. On démarre par ce cas d'usage et pour le coup, c'est très incrémental. Nous, ce qu'on demande systématiquement, c'est de faire ces workshops avec les clients avec une hétérogénéité de personnes, que ce soit des personnes du système d'information, mais surtout des personnes du métier, voire d'élargir très largement l'audience. Et on crée ces systèmes de brainstorming, de discussion, et ça occasionne effectivement une vraie richesse de contenu sur lequel on peut s'appuyer. Et surtout, en séance, chaque participant parfois découvre le métier de l'autre, de son voisin de bureau, mais qu'il ne connaissait pas avant, pratiquement. Et du coup, on crée une vraie… là, pour le coup, c'est des relations interpersonnelles qui se créent, une vraie discussion, un vrai dialogue. Et à partir du moment où ça commence, la discussion commence, quelque part, on se dit, ça y est, ça commence à être gagné, ça commence à avancer. Donc, c'est vraiment une discussion interpersonnelle qu'il faut impulser parce qu'après, ça fait boule de neige. Et ça donne beaucoup d'idées, comme tu disais tout à l'heure, ça donne beaucoup d'idées à d'autres acteurs qui viennent se greffer à, tiens, effectivement, monsieur Untel pourrait rajouter telle information, c'est lui qui est l'expert, on va le convier à la prochaine réunion. Alors, je ne sais pas si c'est l'objet, si c'était vraiment l'objet de la question, mais c'est vraiment cette dynamique, il ne faut pas la voir comme un process, il faut le voir comme l'occasion d'ouvrir la discussion et d'inviter des participants qui, a priori, ne seraient pas concernés, mais qui, de façon systématique, a toujours une pierre à apporter à l'édifice et ça permet aussi de les embarquer dans l'aventure. Si, merci Gwenaëlle. Alors j'espère en effet que ça répond à la question et que ma reformulation était correcte de votre question. J'ai aussi envie de citer ce qu'évoquait Monsieur Verdaven en introduction dans la restitution du rapport de l'Institut Montaigne, qui l'enjeu aussi d'un sponsoring ou en tout cas que le sujet soit porté par le maire, par les élus, et l'importance aussi pour amener cette transversalité qu'une ambition collective soit également relayée et portée par les élus localement et par le maire lui-même. Je pense qu'il a beaucoup insisté sur ce point-là. Je vous propose de prendre une dernière question, Karine et Gwenaëlle, puisque je vois qu'il leur tourne. On a un tout petit peu dépassé. Donc il y avait une toute première question au début et du coup ça peut peut-être nous permettre de faire une conclusion de ce webinaire qui avait été posé sur notre définition d'un projet data. Donc c'est vrai qu'on a ouvert le webinaire avec la question de avez-vous déjà mis en place un projet data? Donc quelle est notre définition d'un projet data? Est-ce que Gwenaëlle, tu veux peut-être y revenir, ou Karine? Je laisserai Karine compléter, mais c'est vrai qu'un projet data, en fait, quand on va voir des collectivités, quand on discute avec des collectivités, ce n'est pas du tout le mot qu'on utilise. On utilise
d'abord, monsieur le client, monsieur le maire, quelle est votre problématique? On part toujours systématiquement de ça. Quelque part, la data, ce mot-là n'intervient pratiquement jamais. Et on va parler des chaires, on va parler marketing territorial, on va parler animation du territoire, etc. Et à la fin, pour réaliser tous ces objectifs-là, bon, il va falloir quand même qu'on utilise quelques outils. Effectivement, la data est un outil parmi tant d'autres. Je te laisse peut-être compléter, Karine. Je suis assez d'accord. J'allais dire finalement un projet data, c'est plutôt un usage à valeur ajoutée pour les services et qui utilise la data. Mais c'est pas un projet data par définition dans le sens où on va pas chercher un projet data. On va d'abord chercher un projet à forte valeur ajoutée utilisant la donnée par extension en fait. Donc je te rejoins complètement dans l'approche. Eh bien, merci Karine et Gwenaëlle. Je propose qu'on termine sur ces mots. Donc, j'en profite pour remercier, même s'ils sont pas avec nous, nos intervenants sur les enregistrements que nous avons faits, à savoir Monsieur Frédéric Verdaven et également donc le Havre Seine Métropole, Joachim Demar et Bastien Sarrail. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en différé sur ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous, j'en profite, pour un prochain webinaire le 25 novembre à 14h. Donc, comment transformer l'expérience usagée et engager les citoyens sur le territoire. Donc, on sera ravis de vous retrouver donc le 25 novembre sur cet autre sujet. Merci beaucoup pour votre écoute cet après-midi, pour votre participation sur les sondages et sur le chat. Et encore une fois, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc nos experts seront ravis de vous accompagner dans vos réflexions sur l'usage de la donnée, même s'il s'agit de repartir de vos problématiques métiers et plutôt de vos objectifs sur votre territoire et de regarder ensemble comment la donnée peut être au service en fait de ces problématiques. Donc vous avez une adresse de contact à l'écran, donc smart.cities@orange.com. Donc je vous remercie. Merci encore une fois Karine et Gwenaëlle et à très vite pour certains et pour les participants encore une fois. À bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne journée.